Bonjour Colin. Salut. Merci de m'inviter chez toi, c'est un plaisir. c'est un plaisir mutuel partagé. Du coup je vois que tu as vraiment beaucoup d'installations, beaucoup d'espèces d'animaux différents, autant des arachnides, des serpents, des geckos, des amphibiens, une grande diversité. Ouais, exact. Une large passion. Ouais, j'aime bien un peu tout, je suis un peu touche à tout, j'exporte tout ce que je peux et puis... Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé, parce que ta spécialisation, tu as les animaux venimeux, autant les arachnides que les serpents. Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans le monde du venimeux? Ça s'est fait petit à petit, donc mais premièrement c'est une technique de chasse. En fait le venin, on pense surtout aux morsures sur les jambes, mais en fait en premier c'est déjà pour chasser leur proie. Et donc ça s'accompagne de diverses techniques de chasse très variées, très différentes. Et puis c'est quelque chose que je trouve très élégant au final. C'est hyper efficace en fait. On va commencer par les arachnides. C'est parti. Très bien, c'est parti, go. Est-ce que tu peux par exemple me parler des scorpions? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les scorpions? Les scorpions, déjà il y en a sur tous les continents. Ouais. Du coup ils doivent s'adapter avec des conditions totalement différentes en fait. Okay. Et il y en a qui vivent dans des endroits très arides avec peu de proies, il y en a qui vivent dans des endroits plus ou moins humides avec beaucoup plus de proies où la densité est bien plus élevée. Okay. Et du coup ils ont des techniques de chasse différentes. Okay, par exemple l'Heterometrus qu'on a vu, lui il a des grosses pinces. Donc c'est le gros noir que dans le club tropical. Exact. Okay. Ouais. Donc l'Heterometrus il a des grosses pinces puissantes, donc il arrive à maintenir sa proie et en fait il a même pas besoin de la piquer systématiquement. D'accord. Et du coup il a un venin qui est plutôt faible. Bon, si on se fait piquer ça fait une bonne grosse guêpe, on est quand même pas bien, ça peut potentiellement vomissement. Tu t'es déjà fait piquer par un de tes scorpions? Non, jamais. Okay. Non, du coup l'Leiurus, on voit qu'ils ont des petites pinces, okay, beaucoup plus fines et plus longues. Donc en général, bien sûr il y a toujours des exceptions, mais en général, plus le scorpion a des pinces petites et longues, plus le venin sera violent. Ok, c'est hyper intéressant. Ok. Et donc le Leiurus pique systématiquement plusieurs fois en général. Bon, on l'a vu sur la vidéo, parce que c'était vraiment des... Ouais, c'est très nerveux, c'est ouais, extrêmement réactif et ouais, ça pique sans hésiter quoi, vraiment. D'accord. Ok. Et puis du coup c'est un venin qui c'est le venin, enfin dans le genre Leiurus, là il y a Leiurus quinquestriatus qui lui est connu pour avoir le venin avec le LD50 le plus bas. D'accord. Donc il y a le venin le plus puissant de tous les scorpions en fait, goutte pour goutte. Et donc là on a Leiurus aendi, donc il n'y a pas vraiment d'études qui a été faite sur celui-là. Et on peut supposer que... il fait partie du même genre. Du même genre, donc logiquement, même région, même type de proie, donc logiquement ça doit se valoir quoi. Ok, d'accord. Donc dans les araignées, on a vu une mygale du Venezuela, qui est du coup Psalmopoeus irminia. Ouais. Donc c'est une mygale arboricole qui vit dans la jungle au Venezuela. Elle, on a vu qu'elle avait des taches oranges au bout des pattes. Ouais. Et je suis tombé sur une étude une fois, sur une espèce d'hétéropoda qui avait des taches blanches sur la tête. Et en fait, ils se sont aperçus que les insectes volants la nuit, enfin les insectes en général, étaient attirés par ces taches blanches sur les têtes de l'araignée la nuit. C'est fou ça. Et du coup, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, mais on peut en déduire, ça reste juste une hypothèse, mais il y a tout dans la nature qui a une raison en fait. L'évolution, ça ne va pas au hasard, du coup ces taches oranges vives au bout des pattes, ça doit forcément faire quelque chose, ça doit vraiment apporter quelque chose. Et du coup en fait vu que c'est au bout des pattes et que l'araignée elle se poste la nuit avec juste le bout des pattes qui sort du terrier, on peut imaginer que ça va attirer les insectes. La même chose que l'hétéropoda quoi. Ouais, on savait que c'est ce genre de leurre avec des couleurs, on savait que ça existait chez les prédateurs diurnes évidemment, mais on avait sous-estimé ça la nuit parce que la nuit il fait noir, on voit rien. En fait finalement il y a la lune, les insectes qui voient différemment, des insectes nocturnes qui sont faits pour voir la nuit. Et du coup ce genre de couleur ça peut vraiment apporter un avantage à ce niveau là. Ok, et puis en captivité, elle a aussi ce comportement de laisser les pattes sur le rebord du tronc. En général les mygales la nuit elles sortent juste, elles se mettent à l'entrée, en fait elles se postent à l'entrée avec les pattes qui sortent et puis sur leur toile pour sentir vraiment la vibration. C'est quelque chose. J'avais vu que la plupart des mygales terrestres elles vivent sur 1 mètre carré durant toute leur vie, c'est vrai? C'est vraiment une toute petite surface, elles ont leur coin, puis c'est de l'affût. Ouais, en général les mygales c'est que de l'affût, enfin leur technique de chasse c'est de l'affût. En fait elles font leur toile, et leur toile c'est genre une extension de leur corps. Elles sentent vraiment tout ce qui passe sur leur toile, il faut vraiment voir ça comme une extension de leur corps. Et du coup c'est le seul endroit qu'elles connaissent en fait finalement. C'est fou. Chez les mygales il y a seulement les mâles adultes, une fois qu'ils sont matures, ils partent pour trouver des femelles quoi. Mais sinon ça vit vraiment sur la toile et ça fait rien. D'accord.
ça attend que quelque chose passe dessus, quoi. Et la nuit, elle va peut-être agrandir un peu sa toile, la réparer, l'améliorer, tout ça. Ok, d'accord. Et puis après, on a vu la petite araignée qui sortait de son trou en terre. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette espèce que je trouve incroyable? Alors ça, c'est une Latouchia. Ouais. Donc c'est une espèce qui n'est pas encore décrite, mais c'est du genre Latouchia. Ça vient d'Asie du Sud-Est. Et du coup, c'est une toute petite araignée. Elle fait en fait des puits avec une trappe sur le dessus. Donc ça, c'est une technique de chasse qui est plus ou moins régulièrement utilisée chez les araignées en général. Certaines mygales le font aussi. Et donc ça permet d'être à l'abri, de créer une espèce de microclimat à l'intérieur. Donc elle est assez indépendante de si à l'extérieur c'est très humide ou très sec. Elle a son truc qui descend assez profond dans la terre. Et donc elle est assez indépendante à ce niveau-là. Et assez résistante du coup. Puis elle est vraiment à l'abri, totalement camouflée. Ouais. Puis ouais, c'est elle-même qui construit, elle agglomère des petits trucs au-dessus et elle fait vraiment sa trappe. T'as encore quelque chose à dire sur ta petite collection ou sur les arachnides en général? Ouais, là t'as filmé sur la Chromatopelma sinopubescens. Oui, bien sûr. On voit celle où t'as filmé l'abdomen en Ok. plan, D'accord. en macro. On voit qu'il y a des poils un peu différents en dessous, une zone avec une couleur un peu différente. On voit que c'est une texture différente. En fait, ça c'est des poils urticants. D'accord. Et du coup, il y a les mygales du Nouveau Monde, donc Amérique du Sud et du Nord, qui ont ces poils urticants et elles se défendent avec. Donc, quand elles se sentent en danger, elles frottent en fait leur abdomen et ça envoie des poils urticants dans l'air. Ah, ça peut les lancer? Ouais, ça les lance. Ouais. Ok. Et du coup, tout ce qui est prédateur plutôt du style mammifère, donc tout ce qui est souris, rats, chats, ce genre de trucs, ils sont extrêmement sensibles au niveau de l'odorat et donc si ça rentre dans leur nez, ça les. Ils ont horreur de ça, ils sont en souffrance pendant plusieurs jours, du coup voilà quoi, c'est une excellente technique de défense. Et donc elles ont besoin d'être moins nerveuses niveau comportement et le venin est plus faible. Tandis que les mygales asiatiques, elles n'ont pas ces poils urticants et donc c'est tout de suite beaucoup plus réactif et ça mord beaucoup plus vite. Et c'est un venin quand même bien plus puissant. Mais il y a des exceptions je pense. Pas toutes les mygales du Nouveau Monde sont comme ça. Ouais, il y a la Psalmopeus qu'on a vue, elle n'a pas de poils urticants, ce qui explique son caractère un peu plus nerveux, réactif, et elle a un venin légèrement plus puissant que les autres. Ah ouais, donc ça vérifie vraiment la théorie. Ouais. Ok, trop cool. Super intéressant. On passe au reptile. Allez, ça me va. Ok, du coup ici on a un Trimeresurus albolabris, donc là c'est un mâle, donc on peut voir qu'il est assez fin et assez petit, donc c'est typique des mâles des vipères arboricoles en général. Et puis ça vit sud-est asiatique, donc tout ce qui est Laos, Thaïlande, sud de la Chine. C'est un crotaliné, du coup ça veut dire qu'il a des fossettes thermosensibles entre les yeux et les narines, ce qui lui permet d'affiner en fait sa vision des proies tout simplement. Donc les serpents normaux ils utilisent les vibrations des proies quand elles se déplacent. Ils entendent les vibrations en fait par le sol. Ils utilisent leur vue, ils utilisent aussi leur langue pour sentir. Et puis eux en plus du coup ils ont ce sens pour voir les infrarouges. Avec les fossettes. Niveau maintenance, et la vue du tata vraiment c'est pas du tout un serpent compliqué à maintenir. Le seul truc qu'il faut faire attention c'est comme avec tous les serpents qui vivent dans les zones très humides, c'est l'infection respiratoire, tout ça. Donc, mais voilà, tant que faut juste pas trop humidifier. Personnellement, je les hydrate plus en les baignant pour qu'ils boivent. En fait, ils boivent pas depuis une gamelle comme ça, ils boivent depuis leur propre corps. D'accord, Et donc, j'humidifie, enfin, je leur spray dessus une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis, une fois toutes les 2 semaines, je les baigne, comme ça, je suis sûr qu'elles sont bien hydratées. Mais sinon, c'est vraiment rien de compliqué niveau maintenance.
Donc là, on part sur Mantivipera axanthina. Donc c'est une vipère qui est origine de Turquie et quelques îles de la mer Égée. Ça vit dans des endroits plutôt rocailleux, à des élévations plutôt élevées, bien qu'il y ait quand même plusieurs sous-espèces. Enfin, les sous-espèces sont en train d'être décrites scientifiquement, donc c'est pas encore officiel. À certains endroits, il y en a celles qui vivent plus dans les champs d'oliviers, d'autres plutôt vraiment sur les plateaux de haute montagne en Turquie. Donc c'est une vipère qui est assez tout-terrain. Mais là, ici, j'ai essayé de recréer un environnement à la fois plutôt rocailleux, et avec un petit peu de verdure aussi parce qu'elles aiment quand même aussi de temps en temps se cacher dans des lieux un petit peu plus humides. Donc là c'est des vipères qui ont hiberné, donc comme on peut s'imaginer dans les hautes montagnes, même en Turquie l'hiver il fait assez froid donc elles s'enterrent ou elles se cachent dans des infractuosités entre les rochers. Et puis donc là cet hiver je les ai descendus jusqu'à 6-7 degrés pendant 2 mois. Et puis en fait c'est ça qui va stimuler la reproduction quand on les réchauffe. En fait ça va stimuler la spermatogénèse et l'ovogénèse. Donc c'est là que vraiment ils vont se reproduire en fait au tout début du printemps. Comme ça les jeunes naissent l'été, début de l'été quand il y a vraiment une abondance de nourriture. Et c'est la saison qui est propice au développement des jeunes. Donc là ici j'ai que des vipéridés. Et donc tous les vipéridés ont plus ou moins le même style de venin. Donc c'est-à-dire à la fois hémotoxique et cytotoxique avec des traces de neurotoxicité. Donc le côté hémotoxique du venin, ça peut soit rendre ton sang plus liquide ou soit plus solide que la normale. Donc s'il est plus liquide, en fait, il passe à travers la membrane de tes reins et donc c'est pas une chose agréable. Soit ton sang coagule à l'intérieur de tes reins, ce qui n'est pas non plus une chose agréable. Donc dans tous les cas... Dans tous les cas, c'est pas agréable. Dans tous les cas, c'est pas agréable, non. Ok. Et après il y a le côté cytotoxique, donc là ça va provoquer une nécrose, donc ça va en fait digérer la chair localement, plus ou moins localement. Et ensuite tu as des traces de neurotoxicité, donc neurotoxicité ça s'attaque aux neurones, donc aux nerfs. Et ça en fait c'est que des traces, donc c'est très léger, c'est pas du tout dans la majorité des morsures, mais de temps en temps sur des grosses morsures de par exemple serpent à sonnette, tu peux avoir des difficultés respiratoires ou ce genre de choses, mais ça reste quand même assez marginal. Du coup ça dépend des espèces, parce que la composition change, la force du venin change, mais toutes les vipères en fait ça c'est 2 facteurs principaux. D'accord. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le syndrome vipérin en fait. Alors maintenant on va nourrir une femelle adulte Crotalus molossus molossus, donc originaire du sud de l'Arizona, donc frontière entre États-Unis et Mexique. Là elle vient de sortir d'hibernation, donc on va pas donner une trop grosse proie, on va donner une souris adulte, donc ce qui est très petit pour elle. Comme ça on va commencer tranquillement, on va pas lui donner une énorme proie dès le début. Est-ce que c'est pertinent de faire l'intro et l'outro pile poil au même endroit, devant les mêmes terrains, avec la même lumière? Les gens ne sauront pas qu'on l'a fait en même temps. C'est sûr. Oui. Mais du coup, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir donné l'occasion de filmer ces animaux. Bah, merci d'être venu. Voilà, d'avoir appris à les connaître, d'avoir appris des choses sur le venin, sur les arachnides, voilà. Je me réjouis de revenir quand ta femelle albolabris aura donné naissance. Tout bientôt, j'espère. Tout bientôt. Très bientôt, je pense. Je pense très bientôt. Ouais. Et puis voilà. Puis assez un jour, ça sera à toi de venir. Enfin, t'es déjà venu, mais venir quand il y aura des petits abronières. Puis il sera invité. On fera un apéro et tout. Pas de Ok, bon, alors une bonne journée. Au revoir. Bah pareil, moi je vais y aller. Bonne rentrée. Merci, au revoir.